À l'occasion de la Semaine du logement et de l'habitat, nous vous présentons un format podcast avec des acteurs et actrices du territoire lyonnais engagés sur cette thématique. Nous sommes la promo PIST, Politique et Innovation Sociale des Territoires de Sciences Po Lyon. Je suis Lola Baluet, Alexis Corbin, Julien Jacques, Erel Lamère, Sony Poco, Eva Daubin et Jade Saccard. Bonne écoute. Bonjour Monsieur Renaud Père, on est ravis de vous accueillir ici. Vous êtes docteur en sciences politiques et vice-président à la métropole de Lyon, délégué au logement et à l'habitat. On aimerait vous poser quelques questions, notamment suite dans le cadre de la semaine politique de l'habitat. Pourquoi aujourd'hui est-il si difficile de trouver un logement sur certains territoires et notamment sur la métropole de Lyon ? Bien, bonjour à vous et merci pour cette question. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent finalement la difficulté à trouver un logement. D'abord, il y a une offre qui est insuffisante. Il ne faut pas le négliger. Et cette offre insuffisante, ça suppose que nous devons, du côté du gouvernement, mais aussi du côté de la collectivité, nous avons notre rôle à jouer, faire en sorte de débloquer le plus possible les dossiers qui sont aujourd'hui bloqués. On a trop de communes qui hésitent à délivrer des permis de construire, alors que nous avons 25 000 mal logés dans cette métropole, alors que nous avons, en ce qui concerne le logement social, 10 demandes pour une seule qui aboutit en matière de logement social. Donc il faut produire. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est de se dire qu'on ne pourra plus jamais produire comme on a produit jusqu'alors, parce qu'il y a moins d'opportunités foncières, parce qu'on doit préserver nos ressources environnementales. Donc il faut produire différemment, avec des matériaux différents, avec aussi l'idée qu'on peut partir de l'existant, du logement vacant, de la question qu'on peut, notamment de la surélévation des logements, avec l'idée qu'on peut aussi essayer, en tant que collectivité, d'acquérir des biens au cœur de la métropole. Et puis tout cela, et c'est bien ça qui explique aussi le fait qu'on ne trouve pas de logement, c'est que le logement coûte de plus en plus cher. Et donc, à la fois en termes d'acquisition de logement, il y a de bon nombre de familles grandes lyonnaises et grands lyonnais qui n'arrivent pas à acquérir, alors qu'elles le souhaiteraient, parce que les taux d'intérêt sont trop importants, parce que le prix moyen du logement est trop élevé. Mais c'est aussi la réalité de la location. Donc, il faut arriver à contenir les prix. Contenir les prix dès l'origine du logement, le foncier, à contenir les prix de la location, et puis à faire en sorte que les acquéreurs retrouvent la voie de l'acquisition. Et ça suppose aussi une prise de conscience au niveau gouvernemental sur la question notamment des nouvelles formes d'acquisition de logements. Merci pour cette réponse. Donc vous avez parlé des prix. Et ça va donc concerner le marché privé également. Nous, on se posait la question de la coordination entre tous les acteurs du logement social. Donc on a l'État, le marché privé, les collectivités territoriales et les associations. Quelle vision vous défendez de coordination entre tous ces acteurs ? Elle est essentielle, la coordination. La coordination, on l'a vu dans le cours, on a insisté sur la pluralité des acteurs. J'ai eu l'occasion de vous montrer que la première loi sur le logement social, elle concernait les acteurs privés. C'était la loi Siegfried en 1894, que la deuxième, elle concernait plutôt les collectivités, c'était la loi Bonnevet en 1912. Puis vous avez vu intervenir la Fédération des promoteurs immobiliers. Et on a une multitude d'acteurs. Mener une politique du logement, et là c'est plutôt le vice-président qui vous répond plutôt que votre enseignant, le vice-président de la métropole de Lyon, mener une politique du logement, c'est mettre autour de la table l'ensemble des acteurs. Moi je suis très fier que dans ce mandat, nous ayons introduit un point tous les 3 mois avec la Fédération des promoteurs immobiliers. Qu'avec eux, on a d'abord pensé à se dire où est-ce qu'il y a des permis de construire qui sont bloqués. Et que ça me conduise ensuite à décrocher mon téléphone pour convaincre le maire, la maire, de dégager, de donner le go à certains permis, à certaines conditions. Mais avec ces mêmes promoteurs immobiliers, on a réfléchi à un dispositif au moment du pic de la crise du logement, qui a été un plan d'urgence, une enveloppe de 10 millions d'euros dégagée par la métropole de Lyon pour aider les bailleurs sociaux à se substituer à l'acquéreur privé quand un promoteur, vendant son opération, voyait que la part de logements libres n'était plus commercialisée à cause des taux d'intérêt élevés, à cause de plein de choses. Et donc, on a fait ça ensemble. Donc, agir en matière de logement, c'est toujours agir avec les acteurs privés, avec les bailleurs sociaux,
avec les aménageurs. Et on a mis ça en place, je ne dis pas qu'on y est arrivé, parce qu'on a une crise du logement qui est très grave. Mais le dialogue est permanent avec l'ensemble des acteurs. Il y a des secteurs où c'est plus compliqué. En matière d'encadrement des loyers, Lesquels, par exemple ? voilà, l'encadrement des loyers, pour le coup, j'ai eu beaucoup de mal à convaincre les représentants des propriétaires et qui en font une pomme de discorde et en tout cas qui en restent fixés sur ce sujet alors qu'on a bien d'autres sujets à franchir ou bien d'autres obstacles à franchir avec ces représentants des propriétaires, notamment l'amélioration de l'habitat. Avec eux, je pense qu'il faut qu'on invente des dispositifs pour sortir des appartements des étiquettes G, donc d'aider aux travaux, mais sans leur présence, sans la présence de l'UNPI, de l'UNIS, de la FNAIM, qui sont les organisations représentatives des propriétaires, nous ne diffuserons pas assez les informations. Et donc, on a beaucoup de choses à faire pour aider les propriétaires modestes. J'en suis convaincu. Et aujourd'hui, on a besoin de le travailler de manière partenariale. Ça répond à votre question. Il n'y a pas que d'un côté une métropole qui défend des outils et de l'autre des acteurs qui sont dans leur secteur et qui cherchent précisément à développer soit là la propriété individuelle, soit la promotion immobilière, etc. C'est ensemble qu'on peut arriver à mener une politique du logement. Merci pour votre réponse. Votre mandat touche à sa fin en 2026. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir? Quel bilan au niveau du logement, de l'habitat sur la métropole de Lyon et quelles perspectives pour après, quel chantier à poursuivre, à pérenniser ou à commencer pour plus tard? Ce mandat, il a commencé sur un engagement chiffré, qui était un nombre de logements sociaux très important et un nombre de logements en bail réel solidaire, donc une accession sociale à la propriété très important. Mais ce mandat, il a été caractérisé comme aucun avant lui par une crise du logement qui n'a aucune comparaison possible. C'est ni la crise de 2008, ni la crise des années 90 que l'on peut comparer. Pour la première fois, on a eu une crise de l'offre et une crise de la demande qui se sont télescopées. Et donc, on est dans une situation dont on espère qu'on sortira à peu près en 2027 et qui a commencé dès 2021. Donc, tout le mandat a été celui-ci. Donc, d'objectifs qui étaient très importants en matière de production et qui ne tombaient pas du ciel. C'est-à-dire que moi, j'étais conscient en 2020 du fait qu'on avait une pression sur notamment le nombre de demandeurs de logement social qui n'obtenaient pas un logement social. Donc il fallait absolument produire plus. Reste que nous n'avons pas répondu aux objectifs que nous nous étions fixés en 2020 du fait de la gravité de la crise. Mais depuis 2022, ce mandat s'est transformé en un mandat de gestion de crise. Donc il n'est pas une année, un mois, où je n'ai pas essayé de chercher des solutions pour essayer précisément d'améliorer la politique de l'habitat. Ça a été dans un premier temps les solutions en matière de modification du plan local d'urbanisme, créer plus de secteurs de mixité sociale. Ça a été une deuxième solution qui a été précisément aider les bailleurs sociaux à travers notamment de l'aide à la surélévation, de les aider à produire plus de logements familiaux dont on manque dans la métropole, des T4 et des T5 notamment, et on a augmenté les aides à la pierre. Ça a été des solutions face à la gravité de la crise dès l'automne 2023 d'un plan d'urgence, 10 millions d'euros dont je vous ai parlé, pour aider à trouver une issue pour que les biens non commercialisés puissent être pris par les bailleurs sociaux et faire un peu plus de logement social pour permettre aussi aux promoteurs de tenir la tête hors de l'eau. Puis la modif 4 du PLUH, du plan local d'urbanisme et de l'habitat, où là on a commencé à poser la question de la hauteur et de dire que celles et ceux des promoteurs qui engageraient des constructions vertueuses sur le plan environnemental, on leur autoriserait un bonus de constructibilité, ils pourraient construire plus et même 20% de plus, avec un étage supplémentaire. Donc on a posé cette question de la hauteur qui sera la question de demain. Ça a été aussi la question des préemptions qui n'ont jamais été aussi importantes dans cette métropole. 40 millions d'euros en 2021, en 2022, en 2023, 120 millions d'euros sur ces 3 années pour acquérir des biens au cœur de Lyon et faire du logement social. Et tout cela, c'est se dire qu'on n'a pas une recette qui est donnée une fois pour toutes. C'est toujours se challenger avec la direction de l'habitat et du logement pour essayer de se dire il y a des choses qu'on n'a pas imaginées. Et ça a été évidemment toutes les étapes que nous avons passées en matière de lutte contre le mal logement. L'usage de l'urbanisme transitoire à Villeurbanne, à étape 22, où on a créé non seulement des sites pour les jeunes majeurs et puis pour les mères isolées avec enfants de moins de 3 ans.
C'est du foncier métropolitain, où on a mis en place des tiny houses pour les mères isolées avec enfants de moins de 3 ans. C'est aussi l'usage d'un ancien hôpital à Francheville, où on a créé le site des Grandes Voisines. Et puis demain, j'espère bien pouvoir l'annoncer dans les mois qui viennent, le site de la Colline, dans le 5e arrondissement, où un promoteur privé va mettre à disposition des anciens bureaux pour qu'on puisse ouvrir plus de 190 places pour des mères isolées avec enfants de moins de 3 ans. La politique de l'hospitalité a largement progressé dans la métropole de Lyon depuis 2020. Tous ces éléments sont des éléments forts. Il y aura une question à poser, et elle se posera probablement dans les mois qui viennent et probablement dans la campagne de 2026. C'est qu'il faut continuer à produire selon des modalités diverses. Il faut arriver à produire sans artificialiser. C'est tout le défi des prochaines années et c'est un impératif environnemental et social. Mais il faut aussi s'adresser aux locataires du parc social aujourd'hui. Celles et ceux qui s'appauvrissent même dans le parc social parce que leur facture énergétique est trop importante. Et à elles et eux, il faut apporter des solutions. Aujourd'hui, la colère monte parce que les travaux ne sont pas faits assez vite, parce qu'on paye cher même dans le parc social. Et cette question du loyer dans le parc social est une des politiques sociales du logement que nous devons ouvrir dans les prochains mois, les prochaines années. Ça nécessitera un effort des bailleurs qui n'ont plus beaucoup de marge. Ça nécessitera un effort probablement de la collectivité chef de file de la politique du logement, la métropole de Lyon, mais je l'espère un effort de l'État. Merci Renaud Père pour vos réponses aux questions d'actualité. On vous retrouve tout à l'heure et à bientôt. C'était Eva Dauban, Jade Saccard pour le Masterpiece. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Jade Saccard pour la présentation de la séance 2, enjeux du logement social et production du logement social. Je suis avec Valérie Munier, responsable du service développement et renouvellement de l'offre de l'habitat à la métropole de Lyon, et Jean-Noël Frexinos, directeur général du Grand Lyon Habitat. La première question va porter sur les menaces auxquelles la loi SRU est en train de faire face. Et je laisse la parole à Valérie Munier. La loi SRU, elle date de 2000 et elle constitue aujourd'hui le principal outil qui permet aux collectivités de développer du logement social sur les communes dites SRU, donc qui comptent moins de 25% du logement social. Elle est un outil très fort parce qu'elle apporte une contrainte importante aux maires, cet objectif d'atteindre le taux de 25%, un objectif triennal de production, un bilan de cette période triennale avec le risque d'être carencé et devoir augmenter le prélèvement annuel lié au déficit du logement social. Dans la loi SRU, aujourd'hui, on ne compte que le logement locatif social de type plus PLI, PLS et le BRS, mais on a vu différentes propositions de loi qui sont parfois arrivées quasiment aux portes de la mise en œuvre et qui proposaient de faire évoluer ce cadre en intégrant notamment dans la loi SRU d'autres types de logements locatifs, l'intermédiaire, voire l'accession sociale. Le risque majeur, il est qu'en ouvrant le champ d'acceptation des logements dans le cadre de la loi SRU, on minore le développement du logement social et on permet à des maires de baisser cette part de production de logement social au bénéfice d'autres produits sans avoir plus cette contrainte de la loi SRU. Et dans ce cas-là, ce sera compliqué de continuer à négocier une part de logement social et de contribuer à l'objectif des PLUH de production de ces logements sociaux et de contribuer aussi à l'objectif de rééquilibrage de l'offre sociale en venant produire du logement social sur les territoires qui en manquent et qui ne sont pas aux 25%. Donc soyons attentifs. Merci. On a vu le cas des BRS, on a voulu évoquer la vente en accession en BRS. Et la question portait donc sur pourquoi vendre des HLM en BRS. Est-ce que c'est une solution suffisante pour garder le caractère social des logements ? Alors d'abord, il faut dire que la vente HLM, elle est indispensable au modèle économique des bailleurs sociaux aujourd'hui, encore plus qu'hier, pour régénérer des fonds propres qui seront demain réinvestis dans la production de logements nouveaux ou dans la réhabilitation du parc existant. Donc on a besoin de faire de la vente HLM. Le problème de la vente HLM, notamment dans les secteurs tendus, c'est qu'elle revient à faire sortir au bout d'un certain temps un certain nombre de logements de l'offre abordable et de la vente HLM simple pouvant
ensuite faire l'objet d'une spéculation, c'est-à-dire qu'un logement vendu à prix modéré à un locataire occupant, demain, pourrait être vendu au prix du marché. Donc ça a cet effet pervers de faire réatteindre une offre qui a été financée sur fonds publics, de lui faire réatteindre des niveaux de prix du marché libre. C'est pourquoi la vente HLM en BRS, elle est intéressante de ce point de vue-là, puisqu'elle permet justement d'éviter les effets spéculatifs dans les reventes à venir, puisque les acheteurs futurs au réachat seraient aussi astreints à être sous plafond de ressources et à éviter le vendeur ne pouvant pas faire une spéculation, puisque le prix de vente est juste indexé, grosso modo, au tarif du livret A. Donc ça a cet effet-là. Et ça a un deuxième effet intéressant, c'est que là où des maires pouvaient être réticents ou peuvent être réticents à de la vente HLM, notamment lorsqu'ils sont astreints à une obligation de production dans le cadre de la loi SRU, le fait que le logement vendu HLM reste sous statut BRS, de fait, reste comptabilisé dans leur contingent de logements comptabilisés au titre de la loi SRU. Donc c'est un double effet positif, éviter la spéculation et rassurer les collectivités sur le caractère pérenne de l'offre perpétuellement abordable du logement vendu. Merci. Et la troisième question est une question croisée pour tous les deux, pour la représentation des deux organismes que vous représentez. Et ça va porter sur le désengagement de l'État dans le FNAP depuis 2018 et quelles conséquences pour vous, pour les collectivités territoriales et pour vous, organismes bailleurs sociaux. Le désengagement de l'État et d'Action Logement dans le cadre du FNAP, c'est une source d'inquiétude majeure. Ça veut dire que ça renvoie quand même la question du développement et du soutien au développement du logement social vers les collectivités et vers les bailleurs eux-mêmes. Et on est un peu aux limites du système économique. Aujourd'hui, le développement du logement social, c'est quand même déjà 90% qui repose sur le bailleur par l'effet des prêts et de l'apport en fonds propres, et 10% des collectivités qui sont elles aussi un peu au bout des efforts qu'elles peuvent faire. Il y a quand même des budgets majeurs. Je vous parlais du budget de la métropole, c'est 37 millions d'euros par an pour le financement du logement social, sans les actions foncières et sans les opérations d'aménagement. Donc un motif d'inquiétude et certainement de perception de grandes modifications du modèle économique à venir dans quelques années, mais modification du modèle dont on ne perçoit pas encore les évolutions ou les axes d'intervention, et tout ça dans un contexte qui est quand même extrêmement mouvant. On n'a pas de budget encore pour 2025, on n'y voit pas clair pour 2025. Donc on est à l'aube d'une modification assez certainement de modèle, mais dans quelles conditions ? C'est à travailler avec plutôt un appel de nos voeux du maintien de l'État dans ce financement-là, mais sans aucune garantie compte tenu des contextes budgétaires qu'on connaît. Alors, je rejoins l'analyse de Valérie sur la question économique, mais je la partage à 100%. Mais j'y rajoute un autre élément qui est un élément, pour le coup, plus symbolique. Depuis des dizaines d'années, la politique du logement, c'est une politique d'État, pilotée par l'État, et qui fixe, pour le logement social, qui fixait des objectifs de production de logement. Le fait que depuis quelques années, l'État se soit désengagé du financement du Fonds national des aides à la pierre, ça a correspondu à peu près au moment où l'État a cessé d'avoir une véritable politique nationale du logement. Et donc, au-delà du modèle économique, et c'est un vrai sujet qui pose plein d'interrogations et plein d'inquiétudes, c'est aussi un marqueur politique et un marqueur symbolique quant à l'idée qu'il puisse rester une politique nationale du logement, et avec le sentiment que petit à petit, au-delà du financement, l'État se désengage de cette politique nationale et renvoie grosso modo le développement de politiques du logement sur des niveaux de collectivité départementale ou d'intercommunalité. Et c'est un peu inquiétant parce que la politique du logement a de tout temps été un des facteurs de cohésion sociale et de cohésion républicaine en France. Et c'est en ça qu'il y a le modèle économique, mais il y a aussi la dimension politique et symbolique de ce désengagement qui est
extrêmement inquiétante. Eh bien, merci pour cette conclusion. Je remercie Valérie Munier et Jean-Noël Frexinos et je vous souhaite une bonne journée. Bonjour, donc nous sommes avec Frédérique Bonetti, directrice de l'habitat et du logement à la métropole de Lyon. On va pouvoir lui poser quelques questions ce soir sur les politiques sociales du logement et sa vision du logement social au sein de la métropole de Lyon. Donc, première question pour vous, qui sont les demandeurs de logements sociaux et comment vous et les autres acteurs qui s'occupent de cela s'adaptent aux évolutions des caractéristiques du public? Voilà. Alors, les demandeurs de logement social sur la métropole de Lyon sont quasiment 90 000 aujourd'hui, avec des profils assez variés en termes de revenus. On note en termes d'évolution une croissance dans les nouveaux demandeurs, demandeurs qui n'ont pas forcément les plus bas revenus, contrairement à ce qu'on observait précédemment, et une croissance jusqu'à ce qu'ils deviennent presque majoritaires sur le territoire de la métropole, de personnes seules, puisqu'ils sont majoritaires dans les nouvelles demandes et ils doivent représenter 45 ou 48% des demandeurs dans le stock des demandeurs. Donc c'est vrai que c'est des évolutions par rapport à, en tout cas, ce qu'on perçoit et l'image qu'on peut avoir des demandeurs de logements sociaux. On pense plutôt à des familles, même si bien sûr il y a des familles, en particulier des familles monoparentales. Donc voilà sur le profil. Le fait qu'on ait des demandeurs à revenus moyens, c'est vraiment aussi une conséquence de l'évolution du marché privé qui devient inaccessible à une part de plus en plus importante de ménages. Donc effectivement, on a une part de la population importante qui sollicite le logement social, sachant que les plafonds, en tout cas des 3 catégories confondues, donc au maximum, ça peut couvrir jusqu'à 70% de la population. Donc effectivement, on a une part quand même relativement importante de la population potentiellement éligible au logement social. Donc PLAI, PLUS et PLS. Et PLS, c'est Ok. ça. Donc ça couvre voilà, les 2 tiers de la population. Donc on a des demandeurs qui peuvent recouvrir ce champ-là, même si on a assez peu de demandeurs de niveau PLS. C'est des profils de personnes qui ne pensent pas forcément avoir droit au logement social et qui ne font pas forcément la demande. On a plutôt PLAI et plus. On a assez peu de PLS. Donc pour s'adapter à ces demandes-là, la problématique, c'est qu'en fait, comme je vous disais, on a 90 000 demandes et entre 8 et 9 000 attributions. Donc on est sur un taux de pression qui est extrêmement important. On a à peu près 10 demandes, entre 9 et 10 demandes pour une attribution. Donc il y a un enjeu très fort de travailler sur ces profils. Donc on a 90 000 demandes et entre 8 et 9 000 attributions. Donc on est sur un taux de pression de entre 9 et 10, donc une demande auquel on répond pour 8 à 9 demandes sur lesquelles on ne peut pas répondre. Donc il y a un enjeu très fort de travailler sur ce champ de la demande et de bien structurer notre politique publique de gestion de la demande pour être sûr qu'on répond bien aux situations qui sont ciblées comme prioritaires par la politique publique. Donc le travail qu'on fait, c'est déjà d'avoir, ça c'est une mesure nationale, que l'ensemble de la demande est regroupé au même endroit. Donc on a une vision globalisée de la demande qu'on peut étudier de façon très fine selon différentes entrées pour bien identifier qui sont ces demandeurs. Et il y a un certain nombre de publics qui sont ciblés comme étant prioritaires. Donc qu'on peut sortir de la masse des demandeurs en leur mettant une petite étiquette public prioritaire en fonction de situations particulières, soit des situations d'urgence sociale, des victimes de violences, des personnes qui sont en situation de suroccupation aggravée dans du logement indigne, des personnes qui sont sans logement, enfin, voilà, ou des situations plus spécifiques de personnes sortant de parcours de prostitution par exemple, des sortants de prison, enfin voilà, différentes catégories de publics dont on sait qu'elles cumulent des difficultés d'accès au logement. Et donc ces publics-là, déjà, on peut les identifier comme prioritaires, ce qui permet, donc il y en a à peu près un peu plus de 4 000 dans nos 90 000 demandeurs, et donc ces publics-là, on peut les traiter de façon spécifique pour qu'ils aient un accès réservé qui permet qu'ils soient pris en compte de façon prioritaire. Et puis après, il y a les politiques d'attribution qui sont établies par la Convention intercommunale d'attribution, qui donnent des priorités d'attribution sur le territoire pour tenter en tout cas de répondre à l'ensemble des enjeux. Il y a la question des salariés, il y a la question des travailleurs essentiels, la question de l'accès au logement pour l'accès à l'emploi, c'est un sujet important auquel le logement social peut et doit répondre. Il y a la question de publics spécifiques tels les familles monoparentales dont on sait que la question de l'accès au logement, d'un logement adapté à la famille en fonction des revenus, c'est souvent des femmes avec des faibles revenus. Il y a un enjeu fort, donc elles sont prises en compte particulièrement par le logement social.
Il peut y avoir les questions des salariés, des travailleurs des collectivités. Donc les agents de la métropole ont un accès particulier, les agents de l'État également. On travaille ça avec tous les travailleurs essentiels, on travaille ça avec les hôpitaux civils de Lyon, par exemple, les hospices civils de Lyon aussi. Donc voilà, on a différents publics. Et puis après, il y a du travail assez fin en termes territorial, par exemple entre les quartiers politiques de la ville et à l'extérieur, où on va cibler plutôt les revenus les plus élevés des demandeurs autant que possible, et on va les privilégier quand ils sont volontaires pour aller en quartier en politique de la ville. Et par contre, on va avoir une action particulièrement volontariste pour que des demandeurs à plus bas revenus puissent accéder dans des logements hors quartier politique de la ville. Parce que ce sont les quartiers politiques de la ville, c'est là où on a la grosse masse de logements anciens et peu chers. Donc c'est vrai que si on n'a pas cette volonté-là, de façon un peu spontanée et mécanique, le système va orienter les demandeurs à bas revenus en quartier politique de la ville et les demandeurs à revenus plus élevés en dehors. Et Voilà. donc, du coup, il y a des actions volontaires pour lutter contre ces mécanismes de ségrégation spatiale. Justement, on sait qu'il y a beaucoup de réticence à la construction de logements sociaux. De quelle manière la métropole de Lyon et ses partenaires œuvrent contre cela et quels objectifs pour la métropole de Lyon par rapport à la construction de logements sociaux? Alors, ce travail-là, il est fait dans le cadre du plan local d'urbanisme et dans l'accompagnement qu'on peut avoir au sein de la direction de l'habitat où on finance le logement social. Et donc, on a différents outils pour œuvrer au rééquilibrage. On a des enjeux de rééquilibrage de l'offre sociale. À l'échelle de la métropole, on est à 26%, un peu plus de 26% de logements sociaux, donc on est conforme aux objectifs de la loi SRU, mais comme celle-ci s'applique au niveau des communes, si on regarde de façon plus fine, l'offre est très massivement à l'est, dans les quartiers de l'Est lyonnais, où on a construit beaucoup dans les années 60-70, et beaucoup moins importante dans les quartiers de l'Ouest. Elle existe de façon correcte dans le centre, mais c'est dans le centre que les besoins sont les plus importants. Donc là, nos enjeux, c'est d'orienter la construction vers les communes, vers le centre, vers Lyon et Villeurbanne, et vers les communes de l'Ouest lyonnais. Donc, on a le plan local d'urbanisme qui institue des secteurs de mixité sociale, c'est-à-dire que dans tous ces secteurs-là, SMS. des SMS, c'est ça exactement. Non, vas-y. Dans tous ces secteurs-là, au-delà d'un certain seuil de construction, en général c'est à peu près 800 mètres carrés, toute construction doit intégrer à peu près 30% de logements sociaux. Ça peut varier un petit peu d'une commune à l'autre, mais c'est un peu l'idée. Donc ça permet qu'on n'augmente pas le déséquilibre en produisant massivement du logement privé sans produire du social. C'est-à-dire dès qu'on produit du privé, on produit du social. Automatiquement. Donc ça, c'est un premier levier qui a très bien fonctionné, notamment jusque dans les années 2015, quand il y avait beaucoup de construction. Ça marche un peu moins bien aujourd'hui parce qu'on a moins de construction. Après, la métropole, elle a une action très volontariste en termes d'action foncière. On a de l'aménagement, c'est-à-dire qu'il y a des terrains fonciers, des terrains qui ont été acquis il y a souvent des années par la métropole et qui permettent de faire des grosses opérations d'aménagement. Enfin, on peut penser à Gerland ou à Confluence. C'était des fonciers qui ont été acquis par la métropole et sur lesquels on avait la maîtrise et qui permet de dicter la programmation de logement. C'est-à-dire qu'on met en consultation un foncier et on dit sur ce foncier, on veut 50% de logements sociaux. Donc là, ça permet vraiment de pouvoir réintégrer du logement social. Là, la zone d'aménagement de la Part-Dieu a été revue sur ce mandat par les élus qui ont très fortement renforcé la part du logement social et au détriment du tertiaire. Il y avait beaucoup de bureaux qui étaient produits et ils ont changé la programmation pour faire du logement social. Donc ça, c'est aussi un des leviers. Et un troisième levier, c'est l'action foncière tout court, c'est-à-dire qu'on est présent sur le marché de l'habitat, de l'immobilier, et on achète des immeubles, c'est-à-dire qu'on suit les déclarations de vente, ça s'appelle les déclarations d'intention d'aliéner. Notre service foncier suit toutes ces déclarations d'intention d'aliéner, et quand il y a des immeubles intéressants qui se présentent dans un quartier où, par exemple, il n'y a plus du tout de foncier disponible, on va acquérir un immeuble pour ensuite le mettre à bail en bail emphytéotique auprès d'un bailleur pour faire du logement social. Et donc là, on a, depuis le début du mandat, dépensé 180 millions d'euros pour produire ainsi du logement social dans des secteurs où on ne peut pas en produire autrement. Donc on a différents leviers, il y a vraiment une politique très volontariste sur le territoire pour produire du logement social. Ok, merci pour vos réponses. Une dernière question. On sait que 20% des étudiants et étudiantes qui auraient pu étudier à Lyon font le choix d'étudier dans une autre ville en raison des difficultés d'accès au logement. Quel avenir pour les étudiants et étudiantes à Lyon et quelle stratégie au niveau des logements sociaux de la part de la métropole de Lyon? Oui, c'est vrai que le sujet du logement étudiant est un sujet particulièrement prégnant. Enfin, Lyon a subi une augmentation des prix locatifs assez rapide en quelques années. Et donc là, on arrive à une situation où il y a des logements extrêmement chers et en plus,
on a une part des logements qui sont partis sur de la location meublée de tourisme et qui sont plus disponibles pour de la location classique. Et donc, c'est autant d'offres locatives en moins. Donc, nous, on a diverses actions. Sur les meublés de tourisme, on l'a évoqué, il y a maintenant un encadrement fort sur la ville de Lyon. Et si on met un logement en location de tourisme, on doit mettre en même temps un logement en location classique sur le marché de même surface. Donc, ça contraint quand même fortement les nouvelles mises en location de meublés de tourisme. Ça, c'est un premier axe. Et après, il y a la production. Donc, ça permet de préserver du logement classique. Et sur le logement social, on a des objectifs assez ambitieux parce qu'on était assez en retard sur l'offre de logement social étudiant, qu'on a quand même pas mal rattrapé. L'objectif était d'arriver à un taux de couverture d'un dixième. On doit être à un taux de couverture de 9%. Aujourd'hui, on a des objectifs dans le cadre du PLUH d'agréer, donc de financer des logements sociaux de 635 logements étudiants par an. Et ce qui a été suivi là, toutes les années du mandat, en tout cas en moyenne, même s'il y a des variations d'une année sur l'autre, on a vraiment eu une ambition et une production très importante de logements étudiants, sociaux étudiants sur le territoire. Donc on progresse quand même nettement. Et après, il y a quand même une visibilité, c'est-à-dire que d'ici 5 ans, globalement, la décrue des effectifs étudiants va commencer. Aujourd'hui, on le voit déjà dans les écoles. La ville de Lyon a des écoles qui se vident, alors aussi parce qu'il y a des familles qui partent, mais globalement, le mouvement démographique est celui-là. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le boom des naissances des années 2000. Et donc, petit à petit, le nombre des étudiants va décroître. Donc, on peut supposer aussi qu'entre la production qui va continuer et le niveau d'étudiants, le nombre d'étudiants qui va décroître, on devrait arriver à un équilibre peut-être un peu plus soutenable que celui d'aujourd'hui. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup pour vos réponses. Mais je vous en prie. Et bonne soirée à vous. Du château le mercredi 15 janvier dernier. Je suis en compagnie de Méline Ravelin, qui est responsable au logement d'abord et à la mobilité résidentielle chez GIE La Ville Autrement. J'espère que vous allez bien déjà. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce lieu qu'est le château et l'histoire de ce lieu d'occupation temporaire hybride? Alors, je pourrais en parler des heures, mais je vais essayer d'être synthétique. Le château, c'est un site très particulier. À la base, c'est une résidence autonomie personnes âgées, propriété de la ville de Villeurbanne. En termes de bâti, on est sur 7 allées, ça représente à peu près 140 logements, tous des petits logements, des T1. Et on a la chance d'être dans un site avec un grand parc arboré. Cette résidence autonomie personnes âgées ne répondant plus à l'accessibilité des personnes qu'elle accueillait, en tout cas les personnes qui y habitaient, sont allées dans une nouvelle résidence et ce magnifique lieu est resté vacant. Et dans le cadre de sa politique d'hospitalité, la ville de Villeurbanne a souhaité le mettre à disposition à titre gratuit le temps du mandat en cours, donc jusqu'à fin 2025, par le biais d'un appel à manifestation d'intérêt. Donc, j'ai dit que j'étais synthétique, je me dépêche. Nous avons, quand je dis nous, c'est S Métropole Habitat, avec le soutien du GIE La Ville Autrement, a effectivement répondu à cet appel à manifestation d'intérêt en mettant en avant la question du droit à la ville, à la notion d'habiter, et du coup d'habitat et d'habiter dans tout son panel. Et nous avons eu la chance d'être retenus et de pouvoir commencer cette expérience du château avec plusieurs partenaires. On va retrouver l'association Alinéa SAMU Social, l'association Acoléa avec son projet Logis Jeunes, ainsi que l'association Forum Réfugiés qui a sur place un UDA. Voilà, et donc quand même, pour le dire, c'est un lieu d'occupation temporaire, on aime l'appeler un lieu d'occupation temporaire d'hospitalité, et qui réunit environ 180 personnes. Voilà. Super, merci beaucoup. Comme on a pu le voir lors de la visite, c'est vrai qu'il y a une répartition, si on peut l'appeler comme ça, géographique des publics dans le lieu du château, notamment vis-à-vis des publics donc, qui sont accueillis et des associations qui accompagnent les habitants. Comment se passe la cohabitation entre les différents habitants, mais aussi peut-être avec le voisinage dû à ce nouveau projet? Alors déjà, je vous remercie d'insister sur le terme habitant. Effectivement, au château, on aime à parler des habitants plutôt que personnes accompagnées ou hébergées ou même bénéficiaires parfois,
Parce que tout l'enjeu de ce site est de pouvoir créer une cohésion autour du château, une identité partagée. Bon, je ne sais pas si c'est le terme identité, mais en tout cas, qui est une appartenance à un projet que ce que représente le château. Et donc, nous, on considère les habitants indépendamment de l'association par laquelle ils sont devenus habitants du château. Donc voilà, petite parenthèse. Et donc, dans les premiers temps de l'occupation, on a été assez étonnés de voir que les extérieurs étaient finalement peu visités. Et si je dis ça, c'est que les extérieurs sont les lieux où peuvent se rencontrer les différents habitants et habitantes. Je pense que les personnes qui ont déposé leurs valises au château étaient plutôt très satisfaites d'avoir un logement à elles, avec une clé, avec tout ce qu'il y a dans un logement, une salle de bain, une cuisine, et de ne plus avoir soit la précarité qu'apportait la rue, soit c'était des personnes qui pouvaient venir de sites d'hébergement avec des collectifs forts. Donc au début, il y a eu quand même un investissement important des habitants de leur logement. Donc une occupation très paisible. Mais effectivement, nous, ce qu'on souhaitait, c'est que le collectif ne soit jamais imposé, mais ne soit qu'une proposition. Donc, c'est pour ça qu'il y a une personne il y a un poste qui a été pensé pour inciter cela. Donc, il y a un poste d'animation et coordination au château qui est porté par le GIE La Ville Autrement, justement pour être à l'écoute des initiatives qui pourraient être individuelles et en faire des initiatives collectives. Donc, ce travail-là a permis aussi, avec bien sûr tout le professionnel du site, que les habitants se rencontrent, donc dans le cadre de certaines activités proposées, mais la plupart des rencontres et la cohabitation qui se passe très bien entre les personnes du château trouvent lieu surtout dans les espaces extérieurs et du coup particulièrement quand les températures le permettent. Donc là, c'est vrai que vous êtes venu à une période où c'est assez calme, mais on a du mobilier extérieur qui permet aux gens de profiter voilà, de ce coin de verdure dans la ville. Avec le voisinage, c'est un peu différent. Forcément, quand vous arrivez après un public aussi calme que les personnes âgées, ce n'est pas simple. On a beaucoup d'enfants sur site. On a aussi souhaité que ça soit un vrai espace de vie. Donc, on a mis à disposition, en tout cas tous les habitants peuvent mobiliser une salle d'activité pour fêter les divers anniversaires et autres fêtes de famille. Effectivement, parfois, ça peut causer, mais comme dans n'importe quelle résidence, des besoins de médiation, on va dire, pour que la cohabitation se passe bien. Je trouve que par rapport au nombre de personnes et la grande proximité qu'on a avec les voisins, les choses se passent relativement bien. Pour la petite histoire, toute première réunion, la ville de Villeurbanne a annoncé le projet. Forcément, il y a eu des inquiétudes de la part des voisins, des inquiétudes qu'on pourrait qualifier plus ou moins légitimes, voilà, de différents ordres. On les a conviés à nouveau une fois que tous les partenaires étaient identifiés pour expliquer plus précisément le projet, les dispositifs, le travail de chaque association. Et ça nous a permis de débuter, on va dire, une cohabitation de manière plus apaisée. Donc, et puis même, oui, pour la petite anecdote, des personnes qu'on avait pu rencontrer qui étaient sceptiques, voire véhémentes, ont été bien entendu invitées aux différents temps, comme la crémaillère, où il y a moins d'un an, enfin il y a à peu près un an, on a fait une sorte d'inauguration, mais un peu tardive, qu'on a appelé le temps de l'hospitalité, où là, en fait, les mêmes personnes étaient sur la piste de danse et plutôt contentes qu'il y ait un espace de vie comme ça dans le quartier. Et peut-être pour rappeler aussi, vous me coupez hein, si je me trompe, mais l'ambition du lieu, c'était aussi de rester ouvert sur l'extérieur et de Oui. proposer des espaces de vie, à tel point qu'on peut le dire, il y a le restaurant chez Maggie en bas de l'immeuble. Voilà, ça montre vraiment que c'est un lieu de vie pour une cohésion et une mixité.
la plus Et forte possible. effectivement, dans l'appel à manifestation d'intérêt dans lequel on s'est retrouvé, hein, bien entendu, de la ville de Villeurbanne, il y avait cette volonté donc, que le château soit un outil de lutte contre le sans-abrisme, mais aussi un- alors cette notion d'hybridation qui peut se décliner sous différentes formes, et cette volonté que le site soit ouvert sur le quartier. Alors, il l'est ouvert à plusieurs égards. Une partie du ténement sur lequel on était au départ a accueilli donc c'est à l'entrée du site du château, a accueilli une école maternelle et primaire, une école, oui, je crois, une école élémentaire en occupation temporaire, elle aussi, dans des modules. Donc, on a cette grande proximité avec l'école. Et ce qui a fait que l'accès au square dont on est voisin se fait par le château. Donc, déjà, il y a un accès libre à tous pour aller au square ou vous passez par le château. Et puis, bien entendu, on a eu la chance de rencontrer la patronne du restaurant chez Maggie, qui est dans le quartier depuis presque 15 ans maintenant, 12-15 ans, on va dire, qui ne pouvait pas rester dans les locaux et qui est venue au château. Donc, et toute sa clientèle d'habitués, qui sont des personnes du quartier, des artisans, des personnes âgées du quartier, ce qui permet tous les jours la venue de personnes extérieures sur le château. Voilà. Alors, on l'a dit, un lieu de lutte contre le sans-abrisme, un lieu d'accueil, mais aussi un lieu de vie. Pensez-vous que ce modèle donc hybride est exportable sur d'autres territoires, ou est-ce que finalement le château, c'est le fruit d'une rencontre entre des acteurs investis et passionnés, un territoire, une ville? Si c'était à refaire, est-ce que vous le feriez autrement aussi? Alors, plusieurs questions du coup. Effectivement, ce que je n'ai pas encore précisé, donc on est sur un site propriété de la ville de Villeurbanne, mais tout ça s'est fait aussi dans un contexte particulier de volonté politique qui a été portée dans le cadre notamment d'une tripartite entre la ville de Villeurbanne, la métropole de Lyon et l'État. Effectivement, parmi les partenaires institutionnels, on va retrouver ces trois acteurs sur le projet du château. Donc, il y a la conjonction de volonté politique, bien entendu, la possibilité aussi de mobiliser ce bien, ce fonds, voilà, ce bien particulier, mais en fait, des biens comme ça, on en retrouve dans d'autres villes, même au sein de notre territoire métropolitain. Euh, on a aussi quand même dans les facteurs qui nous ont permis, parce que je ne l'ai pas dit, mais ça a nécessité quand même une grande réactivité qui nous ont permis de mettre en place assez rapidement ce projet. Il y a quand même le fait que au sein du GIE, on va retrouver S Métropole Habitat et Alinéa, donc qui ont l'habitude de travailler ensemble et de faire des pas de côté ensemble. Donc on avait cette connaissance, enfin cette habitude de travailler ensemble. On avait aussi un partenariat tout particulier quand même avec Acolea, avec qui on travaillait, et Forum à un autre niveau. Donc, il y avait quand même un partenariat préexistant, un ou des partenariats préexistants qui ont permis cette mobilisation rapide, une volonté politique assez importante, comme j'ai pu vous le dire. Effectivement, la mise à dispo, enfin, à titre gracieux par la ville de Villeurbanne. Donc, ça fait beaucoup d'ingrédients, mais qui ne veulent pas dire que ce n'est pas reproductible. Au contraire, effectivement, on a en toute humilité quand même l'ambition de se dire qu'ici, on essaye de démontrer certaines choses, démontrer que peu importe la situation des gens, le fait de disposer d'un logement, un peu dans la logique portée par les politiques logement d'abord, le fait de disposer d'un logement à soi, d'avoir, et je le répète, du collectif qui n'est qu'une proposition et qui n'est jamais une injonction, ça permet d'avoir des occupations plus apaisées, ça permet pour les travailleurs sociaux de se focaliser sur leur mission, c'est-à-dire accompagner les personnes à l'accès aux droits, au rétablissement. Donc,
En tout cas, ces principes, on espère bien sûr les voir sur d'autres sites. Sur la métropole, il y a d'autres sites qui existent et qui peuvent s'apparenter au château, hein, comme je pense aux camarades des grandes voisines. Euh, mais effectivement, on a eu, surtout dans le lancement du château, la visite de plusieurs personnes qui travaillent pour des institutions ou plus des partenaires associatifs, on va dire, euh, qui, euh, qui ont commencé à voir sur leur territoire s'il y avait des opportunités similaires. Je sais qu'il y a des choses qui sont en réflexion actuellement. Donc, effectivement, on espère inspirer. D'accord. Et alors, pour terminer cet échange, en ce début d'année 2025, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au château et quelles perspectives pour l'année à venir? Alors, on a toujours on a une liste de souhaits plus ou moins réalisables assez longue, mais on a peu de temps. Alors, je vais essayer déjà à court terme, en tout cas, il y a une nouvelle animatrice coordinatrice qui a rejoint le château récemment et la fête de Noël annonce en tout cas une année avec une programmation riche. Et justement, on parlait de rencontres. Je pense que on peut déjà nous souhaiter de continuer à être un lieu de rencontre, d'échange et qui amène et apaisement et épanouissement aux personnes qui y travaillent ou qui y habitent. Ça, c'est mon premier souhait. Je souhaite, enfin, ce qu'on peut aussi se souhaiter, c'est que, en tout cas, on puisse assez rapidement y voir un peu plus clair sur la suite du château, sous quelle forme, est-ce qu'il y aura une suite ici ou ailleurs. Mais après, on est forcément, en tout cas, je vais parler en mon nom, je suis forcément inquiète parce qu'on est quand même soumis à la politique plus largement sur la question de l'hébergement, en tout cas, parce que au château comme ailleurs, on est dans une approche de politique publique en silo avec des financements par public, par équipe. Enfin, on avait imaginé au château de pouvoir essayer de dépasser ça. Le contexte actuel nous amène à plutôt voir comment on arrive à maintenir en tout cas un espace suffisamment sécure pour les gens et essayer d'accompagner au mieux les tumultes qui sont quand même qui commencent un peu sur les questions d'hébergement, sur la question de la continuité, sur la question de l'inconditionnalité, qui sont des valeurs qu'on porte et qu'on essaye de porter fortement collectivement au château. Donc voilà, nous donner de l'énergie pour continuer non pas combattre, hein, mais plutôt démontrer les bienfaits pour tout le monde, hein, pour les gens qui sont accueillis dans ces conditions-là, mais en fait pour la société en général qu'on souhaite hospitalière. Voilà. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci d'avoir pris le temps pour cet échange et on vous souhaite le meilleur pour 2025. Eh ben, merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Alors bonjour Dalia Boukassem, du coup on vous reçoit dans le cadre de la semaine du logement organisée par Sciences Po Lyon et la Public Factory et dirigée par Renaud Père. Alors déjà, est-ce que vous pouvez un peu en quelques mots vous présenter et présenter l'émission de l'Alpil, association dans laquelle vous travaillez? En 2 minutes. Oui, alors donc l'Alpil donc, est une association loi 1901 qui existe depuis 1979 et qui œuvre sur l'accès au droit, le droit au logement et l'insertion par le logement en ayant la préoccupation des publics qui rencontrent des difficultés en la matière et pour les aider en tout cas à intégrer les circuits normaux du logement. Donc on a ce pilier-là et en même temps on est sur une double approche avec une contribution dans la mesure du possible auprès des instances qui œuvrent dans la mise en place et l'évolution des politiques publiques pour pouvoir y contribuer et répondre au plus près des besoins des personnes.
Ok, très bien, merci. Et justement, par rapport au premier pilier, donc plutôt le contact avec le public, par rapport à ce que vous voyez, à ce à quoi vous êtes confronté, quelle évolution vous constatez sur ces dernières années, sur les problématiques qui sont liées au logement? Alors, sur les problématiques liées au logement, on sent bien que depuis, on va dire, la crise sanitaire, en tout cas sur la métropole de Lyon, le marché est devenu extrêmement tendu, mais dans l'accès au parc privé, qui est compliqué, qui est devenu extrêmement compliqué pour, voilà, pour des publics qui n'ont pas des revenus, on va dire, enfin, qui ne vont pas au-delà du salaire médian, et l'accès également au parc social, y compris quand ils font valoir leur droit au logement opposable. C'est-à-dire, même dans ce cadre-là, les délais se sont extrêmement rallongés. Et voilà, ce qui rend encore plus difficile la situation des personnes. Et idem pour l'accès à l'hébergement, qui joue plus son rôle ou difficilement de mise à l'abri immédiate, ou dans un temps voilà, adapté, relativement court. Justement, par rapport à l'intervention que vous avez faite un petit peu et ce qu'on voit depuis le début de la semaine sur la question du sans-abrisme, quel avis vous avez un peu sur cette idée qu'il y a une sorte de criminalisation du sans-abrisme, ou en tout cas, nous on a pu sentir en fait une tension entre l'idée dans un imaginaire collectif du misérabilisme de ces personnes qui existent, et en même temps ça se confronte à une réalité où il y a une force un peu qui s'exerce contre eux, des expulsions, quand on parle des sans-abri aussi, c'est donc des gens à la rue, des gens qui sont sous la pression un peu de toutes ces contraintes. Quel regard vous portez là-dessus? La chose qui me vient là comme ça, c'est vraiment qu'on prenne la question de l'accès au logement, de la possibilité de se maintenir dans un logement, c'est-à-dire qu'il reste adapté. Les risques que l'on a aujourd'hui de perte de logement, enfin tout ça fait penser à le fait éventuellement, et on le voit, on le sent, nous, les gens sont extrêmement stressés par le risque de perte du logement. Ça, c'est sûr. C'est une vraie crainte et une vraie inquiétude. Et ça pose, franchement, ça pose globalement la question du droit à la ville. Du droit à la ville, du droit à chacun pour la ville. Et voilà. Et quelque part, ça dit quelque chose d'un rapport de force extrêmement violent et qui ne se voit pas forcément. Quand les personnes se font expulser de leur logement ou qui reçoivent même des congés pour vente ou reprise, bah, des fois ça va au bout, ils finissent par quitter le logement, mais ça ne se voit même pas. Enfin voilà, c'est logement par logement. Mais au final, voilà, ça donne lieu à des personnes soit qui doivent s'éloigner de leur lieu d'habitation, de leurs repères aussi. Enfin, c'est pas rien, quoi. Et éventuellement qui font l'expérience de la rue. Et parfois qu'on ne voit pas, parce qu'il y a énormément de personnes qui, déjà, n'appellent jamais le 115, n'appellent pas, ça c'est sûr, qui se voient pas appeler le 115, et voire même qui se cachent à l'extérieur de la ville. Et justement, cette question-là des sans-abri, elle est très liée à l'invisibilisation de ces publics qui sont jugés comme marginaux. Justement, par rapport à ces invisibles, il y a de plus en plus de travaux qui se font là-dessus. Vous avez un peu accès à vous avez accès à ce qui est invisible. Vous pouvez percevoir ça parce que c'est des gens qui viennent quand même chez vous. Quelle stratégie ils mettent en place pour se cacher, ou en tout cas... Enfin, déjà, par rapport à quel mécanisme cette invisibilisation elle se fait? C'est la honte, c'est l'humiliation,
Oui, alors, moi je reste modeste parce que c'est à travers l'expérience de certaines personnes que ça donne lieu à une vision de la réalité, d'une certaine vision de la réalité. Et tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais tout le... En termes de criminalisation, c'est-à-dire la question par exemple du mobilier anti-SDF, on voit bien dans la ville comment sous les distributeurs de banques sont posées des fois des formes de mobilier pour pas que les gens dorment ou se posent sous les distributeurs, alors que c'est l'endroit même, par exemple, où ils peuvent être en sécurité parce qu'il y a des caméras, il y a de la lumière, y compris la nuit. Donc ça déjà, ça dit quelque chose. Et nous, de ce qu'on entend, c'est aussi le problème de sécurité. Pour sa propre sécurité, d'être en centre-ville. Et donc, d'être en centre-ville et d'être visibilisé. C'est-à-dire d'être en insécurité et d'être visibilisé. Et donc, il y a des personnes qui nous racontent comment elles vont se cacher dans l'Ouest lyonnais, comment elles vont se cacher sur les hauteurs de Lyon 5e, par exemple dans un parc dans lequel il y avait peu de monde avant, et où maintenant ça devient difficile, ça devient même concurrentiel. Enfin, voilà, toutes ces bouts d'histoire, en tout cas, en disent long de la situation réelle, en fait. Et d'ailleurs, la vulnérabilité, dans la vulnérabilité, on n'en a pas parlé aussi, mais il y a des publics qui sont forcément encore plus enclins à se sentir insécurisés dans la rue, qui s'invisibilisent encore plus. Est-ce que vous pouvez, vous, déterminer un petit peu quels sont ces publics qui se rendent encore plus invisibles, qu'on n'imagine pas forcément dans la rue, ou en tout cas qui sont plus en danger dans ces conditions de sans-abrisme? Je sais pas, moi je pense... ouais, s'il y a une... Alors, les femmes, je pense, oui, les femmes, les enfants, les femmes avec enfants. Mais il y a aussi, je dirais, comment dire, il y a des personnes, aussi hommes ou femmes, où l'expérience de la rue n'est juste pas envisageable 2 secondes, qui n'ont absolument jamais fait cette expérience. Enfin, c'est quelque chose de... Et ça, c'est difficile, ça c'est... Et c'est là où je pense que les gens se cachent et notamment trouvent des solutions d'hébergement chez tiers. Nous, à la Maison de l'Habitat, on croise énormément de publics qui sont hébergés chez tiers. Mais des fois, dans des conditions, voilà, c'est l'hébergement, c'est que la nuit, à 8h du matin, il faut quitter le logement, errer dehors, revenir le soir. Parfois contre marchandisation aussi. Exactement, du corps, financière... oui, le prix à payer est extrêmement cher. Et ça en revient aussi aux invisibles, qui sont pas forcément visibles dans nos rues, mais qui subissent concrètement les conséquences de ce mal logement. Oui. Okay. Alors là, je sais que c'est pas du tout votre rôle, parce que vous êtes dans l'associatif, mais on a rencontré beaucoup d'acteurs aussi des politiques publiques. Vous, dans votre expertise que vous en avez sur les questions du logement, si vous pouviez écrire ou réécrire une politique publique majeure sur le logement, quelles grandes mesures vous proposeriez? En tout cas, quelle première chose vous semble primordiale de mettre en place? Quelle est l'urgence là? Si vous aviez une baguette magique. Hein. Si j'avais une baguette magique, c'est très clair. C'est très clair. C'est du logement abordable. C'est du logement abordable. Mais vraiment. C'est-à-dire, ce qui est très frustrant, c'est que, oui, et on l'a bien vu avec toutes les politiques publiques, le logement d'abord, tout ça, etc., eh ben, on se casse les dents sur la question de l'accès à une offre abordable. Et voilà. Et j'aime bien... je me rappelle toujours, et je le raconte souvent, je me dis, c'est quand même dingue. J'ai 51 ans, et quand je suis arrivée sur la Croix-Rousse, j'avais 20 ans. Je travaillais de manière très précaire.
Et trouver un logement, on le faisait en 1 semaine dans le parc privé. Et il était abordable. Donc même si on était précaire, on arrivait toujours à payer notre loyer. Et je trouve qu'aujourd'hui, et en comparaison, je me dis, mais 30 ans après, il y a des publics, et souvent je pense aux jeunes, qui galèrent, et pour le coup, qui font pas valoir leur accès au droit, je pense. Comme s'ils avaient déjà intégré que, de toute façon, c'est mort, quoi. Et il va falloir qu'ils soient en coloc aujourd'hui de force, de manière... Voilà, donc clairement, c'est le logement abordable. Ok. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu aux questions et merci pour l'intervention de cette semaine. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était très agréable d'avoir aussi quelqu'un du milieu associatif et qui porte aussi un regard. Mais pour nous aussi, c'était important d'être là. Merci. Dans le cadre de la semaine de l'habitat et de notre master des politiques d'innovation sociale des territoires, nous avons la chance de recevoir Monsieur Nicolas Berru, qui est coordinateur de la politique métropolitaine du logement d'abord à Lyon, qui se définit aussi donc, comme bricoleur social, c'est-à-dire apte à exécuter un grand nombre de tâches diversifiées, mais à la différence de l'ingénieur, que vous pouvez vous débrouiller avec les moyens du bord. Et je voulais, si vous vouliez bien, en introduction, vous sembliez attaché au droit. Est-ce que vous pourriez succinctement nous décrire une ou deux grandes lois qui ont forgé les politiques du logement depuis l'ère industrielle ? Alors, il y en a beaucoup, mais comme on va être court, si je devais en citer 2 aujourd'hui, je dirais la loi 90 Besson, qui structure le paysage des politiques sociales du logement en France et qui reste d'actualité, et clairement la loi 2007 sur le droit au logement opposable qui pour moi fait basculer la France dans une logique plus inclusive et qui fait reconnaître le logement comme un droit fondamental. Puisque vous parliez d'inclusion, en quoi, selon vous, des logiques d'inclusion, donc peut-être par les dispositifs du logement d'abord, par exemple, sont plus vertueuses que celles d'une réinsertion progressive avec un parcours allant des CHU au HLM en passant par les CHR ? CHRS, oui. En tout cas, c'est ce que défend les politiques du logement d'abord, c'est de dire que les personnes n'ont pas besoin de passer par des dispositifs, des services ou des établissements comme les structures d'hébergement pour accéder à un logement, et que la question pour elles n'est pas tant d'apprendre à habiter, ce qui est souvent la logique du modèle en escalier dans lequel s'inscrivent toutes les politiques de prise en charge du sans-abrisme depuis l'après-guerre, et qu'on appelle le modèle en escalier. L'idée du logement d'abord, c'est d'accéder directement à un logement et d'être accompagné autant que de besoin, si longtemps que nécessaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, les gens, pour certains, peuvent vivre tranquillement, sereinement ou paisiblement, pour reprendre les termes du Code civil, dans le logement. Et puis pour d'autres, la question, elle n'est pas tant de se préparer à avoir un logement que d'être accompagné dans le logement, d'avoir des étayages et du soutien, et c'est ce que essaie de promouvoir le modèle du logement d'abord. Et l'avantage de ce modèle-là, c'est qu'il a été très documenté, notamment par des modèles d'évaluation anglo-saxons qu'on appelle evidence-based survey, qui veut dire en fait des études basées sur les réalités et les preuves, et qui montrent qu'en général, les gens restent dans les logements. Donc ça veut dire que ça correspond quand même bien aux besoins, et que par ailleurs, il y a beaucoup de coévité à proposer des solutions comme ça d'accès direct, parce que les gens étant mieux dans leur bien-être et dans leur lieu de vie, dépensent moins, font moins de passages par les hôpitaux, voire de passages par les prisons. Et donc voilà, moi je suis plutôt intéressé par ces nouvelles politiques publiques. Donc vous parliez du bien-être.
Pourquoi est-ce que il ne serait pas, à l'instar de la santé ou de l'éducation, plus systématisé et que pourrait-on faire pour que le logement, l'habitat, subisse moins les aléas du marché en voulant à tout prix respecter ce sacro-saint droit à la propriété? Alors c'est sûr qu'en France, c'est un peu difficile parce que, comme tu le dis, c'est un sacro-saint droit à la propriété. C'est inscrit, le droit à la propriété en France, il est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il s'est fondé vraiment sur des logiques de totalité d'une application d'un droit, que ce soit l'usus, l'abusus ou le fructus. Et du coup, c'est dans les gènes et la culture française. On parle souvent de la France des petits propriétaires. Donc, remettre en cause ce droit-là n'est jamais évident. Et donc, l'idée, c'est d'avancer par petits bouts. Je crois que la logique du droit au logement, de le rendre opposable, de le rappeler dans plusieurs textes qui sont aussi qui ont des valeurs supranationales, puisqu'il y a la déclaration des droits européens qui fait référence explicitement au droit au logement, font que le droit au logement vient aussi un petit peu remettre en cause ce droit absolu à la propriété, que du coup il y a des aménagements. Il n'est pas absolu non plus, parce qu'on peut exproprier. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'il y a on voit bien qu'on peut limiter ce droit et l'envisager autrement. Et donc, la loi DALO a été une manière un peu de le mettre de venir un peu le modifier. Et puis, aujourd'hui, on voit apparaître d'autres formes de prise en compte de l'accès à la propriété qui montrent qu'on est en train d'évoluer sur cette question. Il y en a un qui fonctionne assez bien, c'est le BRS, le bail réel solidaire, puisqu'il dissocie le droit du sol du droit d'usage. Voilà. Et puis, je suis attaché à d'autres expériences, notamment les coopératives d'habitants qui ont permis de prendre la propriété d'un point de vue plus collectif et de réfléchir autrement au rapport qu'on peut avoir les individus à la propriété. Je me demandais si tu avais une intuition des manières dont on pourrait stimuler justement ce type d'expérience moins individualiste, plus coopérative, essayer de la rendre plus attrayante peut-être pour une part de la population qui reste très fidèle à ce dogme, à cet archétype de la réussite et de la maison individuelle. Est-ce que ça passerait par la communication? Est-ce qu'on pourrait le plébisciter? Oui, moi je crois que ça passe surtout par de l'expérimentation, ce qu'on appelle les utopies concrètes, mais c'est et le développement que je vois quand même émerger. Alors, on n'est pas dans des phénomènes massifs, mais de développement des logiques de commun. Et donc je vois bien que par rapport à une individualisation de la société et la maximisation d'un intérêt singulier, aujourd'hui émergent quand même des volontés, des velléités de réfléchir sous l'angle des communs, c'est-à-dire cette capacité de justement prendre et de gérer collectivement des biens ou des services. Et donc, il y a des expériences, je parlais des coopératives d'habitants, c'en est une, mais il y a des expériences de municipalisation des régies de l'eau, ce qui est le cas pour la métropole de Lyon, voilà, ou même dans le monde rural, il y a plein de communs qui existent depuis toujours et qu'il s'agit un peu de réanimer, de remettre au goût du jour. Et je pense qu'on va y tendre petit à petit. Donc, c'est pas tant de la communication que d'espérer que le développement d'une myriade d'expériences, plus ou moins portées par des collectifs, des collectivités locales, en tout cas plutôt au niveau local, se développent et finissent par devenir des modèles qui s'imposent à tous parce qu'ils nous paraissent tout à fait cohérents, comme aujourd'hui le principe de devenir propriétaire est une fin en soi. Peut-être que demain, le principe d'être dans une
coopérative d'habitants ou de participer à la gestion ou à la municipalisation de terrain pourrait faire sens. Quand je dis municipalisation, c'est parce que je me dis qu'une des solutions à la crise du logement, elle vient aussi de comment est-ce qu'on pourrait décider que demain le foncier n'appartienne à personne et donc appartienne à tous et donc aux collectivités locales et ou à l'État et ou à l'Europe, je ne sais pas, ou à des collectifs locaux, mais dont on se dirait qu'ils ne peuvent pas appartenir individuellement qu'à une personne. Ouais, il me semble que ce type de fonctionnement nous permettrait de répondre à notre besoin d'appartenance, si je reprends la fameuse pyramide que je citais tout à l'heure, qui est vraiment un de nos besoins fondamentaux et rendrait peut-être notre fonctionnement par rapport au logement plus robuste face aux crises structurelles, géopolitiques et environnementales. Oui, moi je crois beaucoup. Alors, je ne suis pas très fan des communautés, mais je crois beaucoup au collectif. Je pense quand même que dans le monde dans lequel on est, face aux crises auxquelles on s'expose, et nous on est en pleine crise du logement depuis très longtemps, la réponse elle vient aussi de la puissance du collectif en fait. Et donc tout ce qui relève du commun pour moi renvoie à ces questions-là et sont plutôt me permettent d'être plutôt optimiste, en tout cas de me dire qu'il y a des solutions possibles en fait. Voilà, donc je m'accroche à ça. Bienvenue dans ce nouveau podcast de la semaine du logement. Donc aujourd'hui, nous sommes en présence de Florence Tardieu, responsable service qualité du parc existant pour la métropole de Lyon. Donc durant l'intervention, vous avez eu pour fil directeur l'habitat indigne. Pourriez-vous nous le définir en donnant ses principales caractéristiques ? Oui, donc du coup, l'habitat indigne a plusieurs caractéristiques. C'est un habitat qui a des problèmes de sécurité, donc problèmes de sécurité de tout ordre, des planchers fragilisés, des façades fragilisées, toitures fragilisées ou encore problèmes électriques, problèmes en partie commune. C'est un habitat qui génère des problématiques de santé, beaucoup liées aux problématiques de moisissure, d'infiltration d'eau, de précarité énergétique, également la présence de nuisibles ou alors la présence de matériaux dangereux. On peut citer par exemple le plomb. L'habitat indigne, c'est aussi des désordres qui sont plus ou moins importants et qu'on retrouve dans les problématiques de rapports locatifs. On peut citer pour exemple la mauvaise isolation de certaines fenêtres, une prise électrique dangereuse. On n'est pas globalement sur un logement indigne et pour autant on a des indicateurs d'indignité sur lesquels il faut intervenir. Et donc justement, face à cet habitat indigne et les marchands de sommeil, quelles sont les modalités d'intervention de la métropole lyonnaise ? Donc la métropole a déjà des compétences de chef d'orchestre et de chef de file de l'habitat, donc coordonne toutes les interventions qui peuvent être conduites sur les questions de lutte contre l'habitat indigne. Il y a des opérations programmées avec des financements de l'Agence nationale de l'habitat, des communes, de la métropole pour accompagner les ménages, les propriétaires, les partenaires à la sortie d'indignité des logements avec des aides financières aux travaux et également des interventions plus coercitives liées au pouvoir de police en matière d'habitat indigne ou liées à de la maîtrise foncière.
Également, dans les compétences et interventions de la métropole, nous avons les pouvoirs de police du président liés à la sécurité des immeubles qui nous ont été attribués d'office, ces pouvoirs de police, dans le cadre de la loi MAPTAM, lorsque nous sommes passés de communauté urbaine Conseil général à Métropole de Lyon en 2015. Est-ce que vous pouvez par exemple donner un exemple concret de ce pouvoir de police ? Oui, tout à fait. On a par exemple une alerte d'un habitant sur un plancher qui semble s'affaisser. Nous allons visiter avec une équipe de techniciens ingénieurs le logement en question. Nous constatons la réalité de l'affaissement et il semble rapide. Nous donnons injonction aux propriétaires par un arrêté de sécurité urgent de remédier au désordre dans un délai immédiat et rapide. Immédiat pour les sondages, les études complémentaires et rapide pour remédier définitivement au désordre. Si le locataire ou l'occupant doit être relogé, nous assurons l'hébergement si le propriétaire ne le fait pas, mais aux frais du propriétaire, ainsi que les travaux s'ils ne sont pas faits, et toujours aux frais du propriétaire. Merci. La location d'un bien, aujourd'hui, repose quand même sur une relation inégalitaire entre le locataire et le bailleur. Et à partir de cet élément, quelle analyse faites-vous des politiques publiques de rénovation énergétique de l'habitat et quels sont les leviers mis en place par la métropole pour que cette politique ne se fasse pas en défaveur des publics qui ont des revenus plafonnés ? Alors, du coup, on a justement une boîte à outils financière en vue de conduire le plus de réhabilitation énergétique très performante possible, qui va avoir un socle commun de financement par des aides de l'Agence nationale de l'habitat, par nos propres aides métropolitaines, complétées d'aides aux plus modestes pour être sûr qu'ils puissent prendre la décision de travaux, qu'ils puissent avoir des restes à charge absorbables. Et par ailleurs, nous avons aussi des aides plus importantes pour les copropriétés fragiles, voire dégradées, qui sont des copropriétés, la plupart du temps, occupées par des ménages avec des revenus contraints. Est-ce que le retrait de des logements classifiés G vous fait peur pour l'accessibilité au logement des publics les plus défavorisés ? Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut absolument qu'on conduise les propriétaires à faire les travaux nécessaires pour sortir de ces étiquettes et pour assurer aux locataires et à l'occupant de pouvoir occuper le logement dans de bonnes conditions, à savoir en maîtrisant les charges et en ayant le moins de charges possible. Et pensez-vous, par exemple, que la loi aurait dû être un petit peu plus dure pour contraindre plus fortement les propriétaires à rénover énergétiquement les logements ? Après, c'est une opinion personnelle que vous me demandez. Du coup, oui, je pense qu'il faut que le logement qui n'est pas un bien comme un autre de consommation soit fortement encadré pour permettre de loger le plus grand nombre à des prix abordables, parce que le plus grand nombre a des ressources contraintes. Et par ailleurs, par prix abordable, il faut aussi inclure la dimension énergétique. Donc le logement n'étant pas un bien commercial comme un autre, en effet, je vais être plutôt favorable de mon point de vue personnel à un encadrement assez fort de son organisation. Et enfin, pour terminer, en raison de vos connaissances et différentes expériences, et surtout de la réaction de la classe quand le sujet a été abordé, quels conseils pourriez-vous donner à un étudiant qui rencontre des problèmes avec son bailleur, que ce soit en réseau de travaux qui seraient à faire, ou aussi pour faire respecter l'encadrement des loyers qui existe à Lyon ? C'est vrai que ce qui est très compliqué pour le public étudiant, c'est que c'est un public captif déjà parce qu'il y a peu d'offres, qu'il y a un manque d'offres, que l'offre est onéreuse.
Et par ailleurs, c'est un public qui n'est pas amené à rester dans la durée dans le logement, donc qui va avoir peut-être plus de mal à s'investir pour engager des démarches de redressement des désordres qu'il peut constater dans son logement. Donc nous, on met une boîte à outils à disposition des habitants et évidemment des étudiants, même si pour eux c'est plus difficile d'intervenir. Boîte à outils de possibilités de simulation des loyers pour vérifier que l'encadrement est respecté et des possibilités de recours soutenues par la métropole de Lyon avec un partenariat également avec l'État pour délivrer des amendes si le propriétaire ne pratique pas des loyers respectés dans le cadre de l'encadrement, des outils de signalement en cas de désordre constaté sur la qualité de l'habitat, les questions de précarité énergétique également, outil qu'on a discuté lors de notre séance qui s'appelle Histologe. J'indique également pour tous les conseils juridiques dont a besoin un étudiant liés aux complexités de la loi 89, une ressource qui est l'association départementale d'information sur le logement, qui a vraiment une entrée très juridique qui peut être utile aux occupants qui se questionnent ou qui constatent des difficultés dans leur rapport locatif. Merci. Donc, merci Madame Terdieu pour le temps accordé pour ce podcast et surtout pour votre intervention ce matin qui portait sur les interventions publiques pour la qualité de l'habitat existant. Merci à vous pour votre accueil.